Bonjour, nous allons poursuivre notre conversation, enfin mon monologue. Donc j'en étais à avoir terminé l'esquisse du développement historique de la notion d'éducation populaire permanente. Je n'ai pas encore exploré son actualité, mais avant de le faire, il faut retourner un peu en arrière et envisager ce qu'on pourrait appeler le processus d'institutionnalisation de l'éducation permanente populaire dans les politiques publiques, parce que c'est un fait notoire et un fait extrêmement important. Alors, un des premiers signes tant substantiels, enfin évidents, matériels de cette institutionnalisation, mais c'est l'arrêté de 1921 sur les œuvres complémentaires à l'école, qui est très pittoresque à lire parce que on sent bien qu'il y a à la fois je dirais, une symbiose entre une volonté d'émancipation, d'une part, et une volonté et un syndrome paternaliste, d'autre part. Il s'agit de s'occuper du loisir ouvrier, enfin, faire en sorte que le loisir ouvrier, la première conquête du temps libre par rapport à la charge de travail, ne parte pas en oisiveté, au café, ou dans toutes les turpitudes que vous pouvez facilement imaginer, dans l'imaginaire patronal ou dans l'imaginaire de ceux qui leur veulent du bien. Et donc, en 1921, on reconnaît des œuvres complémentaires à l'école en milieu populaire, en milieu ouvrier, à condition, et ça c'est ça qui est pittoresque évidemment, à condition qu'il n'y ait là-dedans aucune propagande, ni politique, ni religieuse, ni anti-religieuse. Donc c'est évidemment une hypothèse très fragile de neutralité de l'éducation permanente populaire, en tout cas dans leur reconnaissance de l'arrêté royal de 1921. Alors cette conquête va connaître différents avatars tout au long des années 30 et puis surtout dans les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. La lecture publique, par exemple, sera dès 1921, la lecture publique, donc l'institution de bibliothèque dans laquelle le livre, chose rare et chère à l'époque, est mis à disposition de personnes qui n'en ont pas. Il y a progressivement aussi, après-guerre, après la Deuxième Guerre maintenant, la reconnaissance de la nécessité, je dirais, d'utilité publique, de la formation syndicale. Il y a en 1963 la législation sur le crédit d'heures qui précède sa transformation en congé éducation. Une très belle législation, hélas abîmée et réduite par différents gouvernements libéraux de type libéral conservateur dans les 20 dernières années. Il y a donc à la faveur, je dirais, de l'apogée du courant de la démocratie culturelle, du courant de l'émancipation par la culture, fin des années 60, début des années 70, un processus qui va conduire à une institutionnalisation décisive de l'éducation permanente dans les politiques publiques. C'est même à ce moment-là que l'éducation populaire devient définitivement éducation permanente en Belgique francophone. Et c'est le décret de 1976 sur l'éducation permanente. Ce décret reconnaît l'utilité publique de l'action associative porteuse d'éducation permanente et reconnaît en particulier ou privilégie cette action quand elle se déploie en milieu populaire. Ce sera ce qu'on appelle le chapitre 2, une forme de discrimination positive ou de financement complémentaire pour les actions en milieu populaire. Et ce décret est une œuvre extraordinaire. Du point de vue des sciences politiques, c'est une œuvre étonnante. On n'en trouve pas beaucoup du même tonneau, du même acabit dans les autres pays européens, c'est-à-dire un décret qui reconnaît qu'il est d'utilité publique
de reconnaître et de financer l'action associative porteuse d'émancipation, porteuse de critique de l'ordre établi, que cette critique soit sociale, culturelle, et économique ou politique. Il faut avouer que c'est une très très belle législation. On en souhaiterait comme cela dans tous les pays du monde. Eh bien, nous sommes un des rares pays au monde à avoir une législation aussi explicite, aussi construite et aussi libertaire, je dirais, dans son inspiration. Alors, les inspirateurs de cette loi sont les deux mouvements ouvriers, le mouvement ouvrier chrétien et le mouvement ouvrier socialiste. On connaît d'ailleurs les personnes qui ont été impliquées dans l'écriture de ce décret. Georges Liénard, que je salue ici, qui deviendra ultérieurement secrétaire politique du MOC et puis directeur de la FOPES, et qui est un grand sociologue, et Jean-Paul Barras, que tout le monde connaît du côté socialiste, puisqu'il y a occupé beaucoup de fonctions importantes, que ce soit secrétaire général du parti, secrétaire général ou président de Présence et Action culturelle et de nombreuses autres responsabilités. Et donc, ces deux personnes, ces deux mouvements ouvriers imprègnent, je veux dire, dominent cette œuvre législative, le décret de 1976, et qui permettra la reconnaissance progressive de plusieurs dizaines, puis de plusieurs centaines d'associations d'éducation permanente. C'est donc un moment remarquable dans notre réflexion, mais remarquons, observons le paradoxe suivant, c'est que ce décret se déploie avec l'ensemble de ses visées émancipatrices au moment même où le mouvement ouvrier se trouve confronté à la crise économique qui deviendra rapidement une crise sociale en Belgique début des années 80, une crise politique avec la mise entre parenthèses des forces de la social-démocratie et des gouvernements libéraux conservateurs, les célèbres gouvernements Martens-Goll au long des années 80, et qui imprimeront un tournant conservateur-libéral aux politiques socio-économiques, au compromis social en Belgique, à l'échelle tout entière de la Belgique, et évidemment donc aussi en Wallonie et à Bruxelles. Et donc ce processus de contradiction, la contradiction qui naît entre une législation émancipatrice et un contexte libéral conservateur, va conduire la dynamique d'éducation permanente à se trouver contrariée par le mouvement de l'histoire, par la pesanteur de la crise, par la multiplication des souffrances sociales. Et donc, ce décret va connaître une application, je dirais, relativement à contresens, qui conduira au début des années 2000 à la nécessité de le réformer dans le décret de 2003. Alors, le décret de 2003 reprend le même exposé des motifs, reprend le même article premier, qui est absolument remarquable, et qui donc reconnaît d'utilité publique la production associative et participative d'une critique sociale, culturelle, politique et économique du désordre établi. Mais cette fois-ci, la reconnaissance ne se fait plus sur « oui, nous connaissons bien ces associations, ce sont celles-ci », elle se fait de manière plus technique, plus professionnelle aussi, et moins politique, sur la qualité de l'action. Enfin, en tout cas, sur une action associative de type professionnel, mais cette fois-ci structurée professionnellement, suivant des axes, un axe d'animation, un axe de formation, un axe d'étude et d'analyse, et un axe de campagne. Et donc, voilà l'éducation permanente embarquée dans une critériologie relativement technique et dans une structuration, dans une division du travail relativement analytique, je dis qui sépare les choses et qui permet évidemment de les organiser avec plus d'efficience et plus d'efficacité, mais peut-être aussi
peut-être aussi vers des impasses, c'est-à-dire vers une perte du référentiel initial, une distance par rapport à l'article 1er que l'on constatera petit à petit. Et donc, le déploiement du décret de 2003 conduira peut-être trop de subsidiologie, trop de discipline des associations dans les axes et conduira à la nécessité de redonner une vigueur à l'inspiration du décret de 76 renouvelé en 2003 et donc enfin renouvelé une dernière fois, renouvelé récemment en 2018. Le décret de 2003 est modifié et il est modifié dans le sens de désormais l'action d'éducation permanente est appelée à être reconnue non plus sur la division technique de ses axes, de ses professions, mais sur sa capacité à faire vivre l'article 1er et à le faire vivre dans ses principes fondateurs. Et ces principes fondateurs sont reformulés dans la circulaire interprétative de cet article 1er, la circulaire du 7 mars 2018, si mon souvenir est bon, organisée autour de 4 questions. La première, comment l'action associative contribue comment l'action d'éducation permanente contribue à faire vivre la vie associative dans l'association elle-même et dans son environnement. La deuxième question, comment l'association contribue-t-elle à porter la promotion, la défense, la connaissance des droits humains, des droits économiques et sociaux, civils et politiques, des droits culturels, des droits environnementaux, bien sûr. La troisième question, comment l'action de l'association contribue-t-elle à élaborer un point de vue critique sur le monde? Quel est ce point de vue critique? Comment a été-il construit? Et enfin, la quatrième et dernière question, comment l'association vise-t-elle des transformations du monde? Comment anticipe-t-elle que son action puisse contribuer à transformer le monde dans sa dimension économique, sociale, culturelle ou politique? Voilà ce qui est désormais le référentiel, c'est-à-dire ce que l'on propose comme horizon, comme idéal régulateur pour l'action associative d'éducation permanente. Le titre même du décret est révisé. Il s'agit désormais de poursuivre une action d'éducation permanente pour développer la vie associative et non plus, dans le titre était inverse en 2003, le développement de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente. Désormais, le champ, c'est la vie associative et ce qui est reconnu, c'est l'action d'éducation permanente. Ce renversement n'est pas qu'un plaisir de philosophe ou de sociologue. Je vous suggère d'ailleurs de lire l'étude toute récente parue chez RTA dans son magazine Intermag sur la relation entre éducation permanente et vie associative. Cette étude est puissante, comme souvent des travaux de Jean Blairon, et je vous en recommande vivement la lecture. Mais donc, ce renversement n'est pas qu'un plaisir de philosophe, il signifie, il exprime quelque chose de profond et d'important, c'est que désormais, l'éducation permanente n'est plus un champ, n'est plus un secteur, mais est une dimension de l'action associative partout, dans la santé, dans l'environnement, dans la coopération au développement, dans le travail social, dans la santé mentale, dans le développement urbain, dans l'exercice du droit au logement, dans l'émancipation des femmes, dans la poursuite de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'action de promotion de liens interculturels, etc., etc., etc. Donc, il n'est aujourd'hui aucun champ d'action des pouvoirs publics et du monde associatif qui ne soit pas concerné, traversé, animé, porté, transformé par des processus, par des actions d'éducation permanente populaire. Et ceci clôt notre deuxième épisode et nous allons nous retrouver bientôt dans un troisième épisode. Merci, à bientôt.